Son témoignage était attendu. Il aura été au cœur de véritables rebondissements. Ce lundi, le tribunal d'Albi interrogeait l'amant de Delphine Jubilard. Un temps suspecté, Donajan avait été rapidement écarté de tout soupçon par les enquêteurs après l'étude de sa téléphonie. Son téléphone avait déclenché des relais près de son propre domicile le soir de la disparition de Delphine. Lundi, l'amant l'a d'ailleurs affirmé. Il n'est jamais allé à Cagnac-les-Mines au domicile des Jubilard. Jamais ? Mais alors pourquoi le téléphone de Donajan a-t-il activé une cellule près de la maison du couple entre le 15 et le 16 décembre 2020 ? Cette question posée par les avocats de Cédric Jubilard a eu tout l'air d'un énième rebondissement dans cette affaire. La cour d'assises d'Albi venait-elle de vivre un incroyable coup de théâtre ? Il n'en sera finalement rien. Dès le lendemain, un gendarme appelé à la barre a reconnu s'être trompé dans un copier-coller. L'amant n'était pas sur les lieux de commission du crime. En France, la téléphonie tient une place à part entière dans la résolution d'affaires criminelles. Le bornage téléphonique est-il faillible ? Peut-il profiter à la défense ? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour, vous êtes journaliste pour BFM TV. Maître Romain Ruiz, bonjour, vous êtes avocat pénaliste. Dans un instant, nous allons revenir vers vous, Maître Ruiz, sur les bornages téléphoniques et sa place dans les enquêtes judiciaires. Mais d'abord, Charlotte, revenons sur le témoignage de l'amant de Delphine Jubilard. C'était donc lundi dernier devant la cour d'assises d'Albi. Cet homme, la presse l'a surnommé l'amant de Montauban. Il s'appelle en réalité Donajan et son témoignage était d'ailleurs très attendu. Il ne s'est jamais exprimé publiquement dans ce dossier. Au tribunal d'Albi, le public découvre un homme simple. Donajan porte une chemise bleue, il a des lunettes. Et il raconte surtout à la cour son histoire d'amour avec Delphine Jubilard. Il rencontre virtuellement l'infirmière sur une application de rencontre extra-conjugale. On est en juillet 2020, Delphine Jubilard est mariée à Cédric Jubilard. Ils ont 2 enfants. Donajan a lui aussi une femme. Et il le dit d'ailleurs, il ne cherchait rien de sérieux. De fil en aiguille, leur message s'intensifie. Delphine Jubilard et Donajan sautent le pas. Et ils se rencontrent le 29 juillet 2020 au lac de Salvagnac. Les 2 amants nouent peu à peu une histoire d'amour. Quand ils se retrouvent, les discussions ne s'arrêtent jamais. Ils ont toujours des choses à se dire. Leur relation est sincère, c'est en tout cas ce qu'il dit. Elle n'est pas uniquement charnelle. Ils ont des projets. Et ils en parlent dès qu'ils le peuvent, quand ils se retrouvent, à 2. Les amants se voient le plus souvent possible. Ils sont toutefois discrets et prudents, du fait de leur situation personnelle respective. D'ailleurs, Donajan fait face pour la première fois à Cédric Jubilard en témoignant à Albi. Delphine Jubilard parle rarement de son mari à son amant, sauf des travaux de la maison qui n'avancent pas. On le sait, cette maison inachevée pèse sur le couple Jubilard. Delphine Jubilard et Donajan se projettent aussi assez rapidement dans une vie à 2. En août 2020, Delphine Jubilard annonce à son mari son intention de divorcer. En rencontrant Donajan, Delphine trouve un nouveau souffle. Le couple a des projets. Ils recherchent un logement, ils parlent mariage, enfants. Ils suppriment d'ailleurs tous les 2 très vite leur profil sur l'application de rencontre. Leur relation est exclusive. Le 8 décembre, Delphine Jubilard dit dans un message à son amant qu'elle souhaite emménager rapidement, seule ou avec lui, la maison de Cagnac-les-Mines, vendue ou non. Les 2 amants nouent alors un pacte. Delphine Jubilard doit se prendre un appartement seul au début, puis le couple dira qu'il vient de se rencontrer et qu'ils souhaitent vivre ensemble. Un obstacle survient puisque la femme de l'amant de Delphine découvre son existence. Ça se passe le week-end avant la disparition de l'infirmière. Cette femme, elle soupçonne son mari d'infidélité. Plus tôt dans la journée, Donajan dit à son épouse qu'il accompagne une amie qui veut voir une voiture qu'elle souhaite acheter. Elle n'y croit pas trop et fouille dans son téléphone. Et là, elle tombe sur un message. Ce message confirme finalement ses craintes. C'est un message de bonne nuit accompagné d'un petit cœur. L'épouse en parle directement à son mari. Donajan lui dit alors toute la vérité. L'épouse envoie des messages à Delphine. Ils ne sont pas menaçants. Elle lui demande d'attendre simplement que le couple se sépare avant de poursuivre sa relation avec Donajan. Delphine Jubilard lui répond élégamment. Le 15 décembre, la veille de sa disparition, Delphine échange encore beaucoup de messages avec son amant. Ils sont contents, l'officialisation de leur couple avance. Ils veulent acheter un carton de vin de 6 bouteilles. Un premier achat en commun avant l'installation à 2. Cet amant, mais aussi sa femme, sont un temps soupçonnés. Mais rapidement, les enquêteurs vont abandonner cette piste. Ils l'abandonnent après l'étude de leur téléphonie. Les enquêteurs découvrent assez rapidement que Delphine Jubilard voit un autre homme et que ce dernier est marié. Ils analysent donc les lignes téléphoniques de Donajan et de son épouse. La nuit de la disparition de Delphine Jubilard, leurs lignes téléphoniques bornent uniquement les relais situés près de leur domicile. À 6h08, la ligne téléphonique de Donajan déclenche un autre relais. Il y a une explication. C'est l'heure à laquelle il prend son poste et ce relais couvre son lieu de travail.
Il ressort aussi des investigations que le couple n'a pas quitté son domicile la nuit de la disparition. Pour l'affirmer, les enquêteurs ont étudié l'ensemble des techniques électroniques de la maison. Par exemple, l'électroménager, l'utilisation d'une télécommande ou d'un éclairage, mais aussi l'ouverture des portes de la maison. Cette téléphonie, pourtant, a été au cœur d'un rebondissement au procès cette semaine. Tout à fait, le tribunal croit vivre un coup de théâtre, ce temps fort que seules les cours d'assises connaissent. Lundi, les avocats de Cédric Jubilard interrogent Donajan. Est-ce que vous vous êtes rendu à Cagnac-les-Mines le 15 décembre ? Non, je n'y suis jamais allé, répond l'intéressé. Les avocats de Cédric Jubilard sautent sur cette réponse et sèment le doute. Le téléphone portable de l'amant de Delphine a activé une cellule à proximité du domicile des Jubilard. Quand ? La nuit de la disparition de l'infirmière. Or, Donajan vit à Montauban, soit à 80 km de Cagnac-les-Mines. Le lendemain, une personne est très attendue à la barre. On veut comprendre ce qu'il se passe. Le gendarme en charge des questions de téléphonie témoigne. Le suspense ne dure que peu de temps. Il reconnaît une erreur, un mauvais copier-coller. L'amant n'était pas sur le lieu de commission du crime, c'est ce qu'il affirme. Une explication qui laisse les avocats de la défense sur leur faim. Je n'y crois pas, mais ce n'est pas grave. Lâche Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard. Je suis le premier embêté par cette histoire, lui répond le gendarme. Merci beaucoup Charlotte. Maître Romain Ruiz, maintenant vous l'avez entendu, le bornage téléphonique s'est retrouvé au cœur de ces rebondissements au procès de Cédric Jubilard. Alors concrètement, pour les personnes qui ne le savent pas, expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'un bornage téléphonique. Alors, un bornage téléphonique, c'est une faculté pour des enquêteurs, des services de police, de savoir où se trouve votre téléphone à un instant T, puisque le téléphone que nous utilisons chaque jour au quotidien et que nous utilisons d'ailleurs peut-être un peu trop, va borner et avoir comme des traces, si vous voulez, numériques qui vont rester et qui vont permettre à quelqu'un qui souhaiterait le savoir où est-ce que vous êtes allé, à quelle heure et à quel endroit vous y étiez. Et ce bornage est-il considéré comme une preuve dans les dossiers criminels ? Alors, ce bornage est considéré comme un élément de preuve, il est considéré comme un indice, si vous voulez. Est-ce que c'est une preuve parfaite ? Je pense que ce qui se passe actuellement au procès Jubilard prouve que non, sachant que le procès Jubilard n'est pas le seul, la seule enquête dans laquelle il y a eu des difficultés liées au bornage. Je crois que on a longtemps parlé de l'ADN comme la reine des preuves. Aujourd'hui, le bornage téléphonique et de la téléphonie en général tend à prendre un peu cette place dans la justice, et je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une fable d'imaginer que ce bornage est infaillible. Pour des raisons d'abord techniques, parce qu'il y a des phénomènes qui vont permettre de nuancer catégoriquement le fait que le bornage est une preuve infaillible et qu'on peut savoir avec une précision absolue et sans contestation possible que vous étiez à tel endroit à telle heure. Je vous donne juste un exemple. Il y a ce qu'on appelle le ducting atmosphérique. Alors qu'est-ce que c'est le ducting atmosphérique, par un nom pompeux ? C'est le fait que des conditions atmosphériques particulières, météorologiques, peuvent brouiller tout simplement la faculté scientifique de savoir si oui ou non votre téléphone a bien borné dans la zone qui est la zone classique d'une borne téléphonique qui est de l'ordre de 2 à 3 km. Ça dépend, disons que hors agglomération, ça va être 2-3 km, et puis dans des grandes villes, ce sera un peu plus resserré. Eh bien, le ducting téléphonique, parce qu'il y a des conditions météorologiques qui ont été rapporté. Il y a un rapport assez récent d'ailleurs, je crois, de l'Agence nationale des radiofréquences qui l'établit de façon très scientifique. Eh bien, on va pouvoir finalement avoir un signal d'un téléphone dont on imagine qu'il est dans ce rayon de 2 à 3 km, mais qui en réalité se trouve à plus de 60, plus de 100 km de là. Et une étude qui a été réalisée à Harvard, d'ailleurs, a pu montrer que dans certaines conditions météorologiques précises, eh bien, on avait typiquement un écart de quasiment 100 km entre le point de bornage relaté par les enquêteurs et le point de bornage réel après vérification scientifique. Donc on a compris que ce n'était pas infaillible du tout. Absolument pas. Qui peut exploiter ces données de bornage téléphonique ? Alors, qui peut ? Les enquêteurs. D'abord, les enquêteurs peuvent le faire. Et heureusement que nous sommes dans un pays où ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils en ont juste envie. Voilà. Heureusement, même si un certain nombre de nos décideurs politiques ont du mal à comprendre cette idée d'autorisation par un juge indépendant. Donc c'est fait dans un cadre légal, effectivement, juridique. C'est fait dans un cadre légal. Alors, assez souvent, je le dis, c'est fait dans un cadre illégal aussi par des policiers qui prennent des libertés. Des initiatives, on dit ? Des initiatives. J'appelle ça des violations du droit, mais on peut appeler ça initiative aussi. Il y a des nullités de procédure, aussi. Puisque ça existe encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais ça existe encore. Bien, effectivement, on ne peut pas
décider un matin, si on est policier, d'écouter votre téléphone ou de borner votre téléphone. On ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il y ait quoi? Des réquisitions? Il faut, selon le cas, soit une autorisation du procureur de la République, soit pour un certain nombre d'affaires, une autorisation soit du juge d'instruction, soit du juge des libertés de la détention. Moi, j'observe quand même qu'il y a une dérive depuis un certain temps, une dérive extrêmement liberticide dans notre pays, puisque à l'occasion de la loi LOBJ en 2023, il a germé dans l'idée de ce qui était notre gouvernement à l'époque, puisque à l'époque, nous avions un gouvernement. Il a germé dans l'idée de certains de nos ministres la théorie selon laquelle on pouvait permettre à des enquêteurs, à des parquetiers, sans aucun contrôle indépendant, parce que je rappelle tout de même que les procureurs de la République ne sont pas des magistrats indépendants, qu'on pouvait permettre de déclencher le micro de votre téléphone ou la caméra de votre téléphone pour capter du son et des images avec ce qu'on appelait à l'époque des téléphones mouchards, et ce sans contrôle préalable, précis et circonstancié par des magistrats indépendants. Et ça a été quelque chose, bien sûr que c'est très dangereux. C'est très dangereux et je pense qu'un pays qui se dit être une démocratie ne peut évidemment pas accepter qu'on le fasse sans aucun contrôle. C'est pourtant ce qui a été envisagé au moment de la loi LOBJ. Envisagé mais rejeté donc. Heureusement que le Conseil constitutionnel a encore tenu quelques barricades juridiques. Et on le voit aujourd'hui, on a des nouvelles technologies, la 5G, des applications, des objets connectés. Est-ce que ces objets modifient la manière de tracer un individu? Alors oui, parce que ça fait plus de mouchards, si je veux le dire de façon assez vulgaire. Il y a aujourd'hui énormément d'objets connectés que nous avons au quotidien et qui émettent des fréquences et donc qui peuvent et qui sont susceptibles d'activer des bornes. En matière antiterroriste, depuis un certain temps, et maintenant dans la nouvelle fatwa gouvernementale qui est le narcotrafic, il y a l'utilisation d'un outil qu'on appelle un IMSI catcher. Alors les IMSI catchers, c'est une espèce de boîte noire avec laquelle vous captez, vous siphonnez, si vous voulez, l'intégralité des données numériques qui se trouvent dans un territoire donné, et ça peut être un territoire extrêmement vaste et extrêmement étendu. Eh bien, la multiplicité aujourd'hui des gadgets, des outils connectés permet d'accrocher, si j'ose dire, les gens avec plus d'items que leur simple téléphone portable. Ça peut être une montre connectée, ça peut être une enceinte, ça peut être énormément de choses aujourd'hui. La montre connectée, par exemple, qui a servi à résoudre notamment l'énigme, l'enquête concernant Agathe, cette joggeuse qui avait été retrouvée morte. Oui, ça a aussi des effets vertueux. C'est-à-dire qu'il est bien évident que toute technologie d'enquête peut être vertueuse si elle est utilisée dans un cadre légal, à bon escient, et avec des contrôles, et avec un contrôle démocratique, républicain, indépendant, par une justice digne de ce nom. Mais on ne peut pas laisser des outils aussi puissants à la seule main de policiers qui ne font pas la preuve au quotidien de leur vertu. Merci beaucoup, Maître Ruiz, pour cet éclairage. Merci beaucoup, Charlotte. Un épisode du podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, et nous, on se donne rendez-vous même heure, même jour la semaine prochaine. Merci à tous.